Les clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin. Bonne année à toutes et à tous, et on est très heureux de vous retrouver. Et on s'était dit d'ailleurs pour vous retrouver pour cette année 2024 qui s'annonce sous des auspices positifs. En tout cas, on va essayer de rester résolument optimiste malgré la morosité ambiante, mais on va vous donner cette force pour 2024. D'abord et avant tout, pour vous toutes et vous tous, une très très belle santé. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos prochains, mais aussi de vos lointains. Il faut toujours se manifester parce que c'est toujours à l'heure où finalement on se pose cette question qu'on prend conscience de l'importance de ceux qui nous entourent. Et ce début d'année est toujours propice finalement à ces rencontres-là. Et l'habitat, l'immobilier, les villes sont toujours un lieu propice justement à ce type de rencontres. Et on a de la chance puisque, et c'est très symbolique, c'est notre 33e émission, c'est notre 4e saison. Et on ne pouvait pas être mieux qu'ici, dans notre bonne vieille ville de Limoges. On est ici à l'Hôtel de Ville, accompagné de nos complices producteurs de l'émission, Grégoire Darico. Bonjour Grégoire. Bonjour Sylvain. Bonne année Grégoire. Bonne année Sylvain. Voilà. Plein de belles choses. Voilà, vous en avez profité pour vous couper les cheveux, c'est très bien. C'est très bien. Il y en avait l'année prochaine. Merci en tout cas d'être avec nous. Notre équipe de reportage d'ailleurs a tourné un super reportage magnifique que nous présenterons au maire, que nous allons vous présenter dans quelques instants avec mon complice Olivier Marin. Bonne année Olivier. Bonjour et bonne année Sylvain. Ça a été ? Ça a été très bien. Superbe, on est magnifique et nous avons le plaisir d'être reçus par l'autre de ces lieux. C'est Émile Roger Lamberty, le maire de Limoges. Bonjour. Alors bonjour, bienvenue et bonheur et joie cette année-là. Merci de nous recevoir, monsieur le maire, et merci à toutes vos équipes. On est très sensible à la gentillesse, à la simplicité de l'accueil et à la qualité de l'accueil. Et vraiment, de l'accueil à l'entrée jusqu'ici, on s'est occupé de nous. Comme c'est si une nous tradition limousine, en langue limousin, on dit « Tsabadantra », finissez d'entrer, et il y avait toujours une assiette pour le cheminot qui passait, et le verre de vin rouge pour l'accompagner. Merci en tout cas d'être avec nous, de passer ce temps. Et on est très heureux, très fiers d'être avec vous sur ce territoire de Limoges. Et mesdames et messieurs, vous toutes qui nous écoutez, cette émission bien sûr est récupérable en podcast. Si vous ne l'écoutez pas en direct, vous pouvez bien sûr aussi écouter les autres séquences. Vous verrez, c'est un territoire où il fait bon vivre. C'est d'ailleurs une ville classée parmi les meilleures villes où il fait bon vivre en France. Olivier, nous avons un programme plutôt sympathique. Très riche, un programme absolument, et très heureux au nom de Figaro Immobilier et de Figaro Immo TV de poursuivre cette 4e saison des Clés de la Ville depuis Limoges, se plonger au cœur des territoires, mieux comprendre les attentes, les besoins, décrypter les enjeux de la ville. C'est aussi un grand plaisir avec toujours le même principe qui fonctionne, qui a fait ses preuves. On pose nos valises et on parle immobilier et logement, bien sûr, mais on parle aussi urbanisme, environnement, architecture, patrimoine. Et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. C'est ce qu'on va voir encore aujourd'hui à travers des reportages, des échanges et les témoignages en plateau de personnalités emblématiques, des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour la 4e étape de cette saison, après Toulouse, après Orléans, après Lyon, eh bien nous sommes à Limoges, reçus par notre grand témoin, qu'on est très heureux d'avoir à nos côtés, Émile Roger Lamberty, maire de Limoges. Merci à vous. Au programme, nous retrouverons nos partenaires. Alors, chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, on va recevoir maître Nicolas Debrosse, président de la Chambre Creuse-Corrèze Haute-Vienne, qui est limougeot et qui est notaire à Boisseuil. Avec lui, on fera un tour d'horizon sur l'évolution des prix, des ventes à Limoges. Il délivrera aussi des conseils pratiques. Pour la séquence La vie ensemble, nous recevrons Lise Sauvagna de Foulois, directrice régionale sud-ouest du groupe Édouard Denis, filiale de Nexity, et qui est déléguée régionale du groupe Nexity pour le pôle immobilier résidentiel. Ce sera l'occasion avec vous de prendre le pouls à la fois du marché du neuf, mais aussi à l'échelle de Limoges et de sa métropole. Et puis la séquence bien mieux avec notre partenaire Elio pour évoquer ce qui est sans doute un sujet très important, c'est le chantier du siècle, c'est la rénovation énergétique. Pierre-Marie Perrin,
directeur des affaires publiques d'Elio, nous donnera l'état des logements côté performance énergétique à Limoges et puis là aussi des conseils pour bien rénover. Il y a beaucoup de nouveautés cette année. Voilà pour ce beau programme d'émission. Mais tout d'abord, Grégoire, si je vous dis Limoges, l'édito, c'est à vous. Alors bonjour Monsieur le maire, bonjour à tous. Merci de nous accueillir en votre ville de Limoges, Monsieur le maire. Vous êtes, effectivement, comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, la 33e étape de la grande route des clés de la ville, la 4e pour cette 4e saison entamée en octobre dernier à Toulouse. Et le temps file vite. Bon, Monsieur le maire, j'aurais pu démarrer cet édito d'une manière assez classique pour ceux qui viennent ici par la voie du chemin de fer. Vous me voyez venir, j'aurais pu vous dire que la fameuse ligne POLT pour Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, feu ligne la plus rapide de France il y a 40 ans, est aujourd'hui une vraie catastrophe. Mais outre le fait que je vous sais tout à fait au courant de ce sujet et pas responsable pour un sou, j'ai surtout écrit cet édito il y a quelques jours et je n'ai pas voulu nous porter l'œil quant au trajet à venir ce matin. Pour la petite histoire, on n'a eu que 30 minutes de retard, donc ça va. 35 minutes de retard. Vous avez de la chance. On a eu de la chance. Je vais donc commencer par vous dire que c'est un réel plaisir pour nous que de venir ici, Monsieur le maire, pour découvrir Limoges ensemble. C'est mon cher voisin Olivier qui le dit toujours de manière très juste. Les clés de la ville, c'est avant tout une ambition. L'ambition de montrer que la ville bouge et se transforme. Et vous le savez, Monsieur le maire, Limoges est une ville dynamique. Tous nos auditeurs ne sont pas encore informés de cela et c'est notre mission que de le faire savoir. Et surtout que Limoges en vaut le coup. Votre cité est tout d'abord une ville d'art et d'histoire et ce label n'est pas anodin puisque cette appellation attribuée par le ministère de la Culture est donnée à 119 villes en France. 119 villes, dont Limoges, que l'on garantit conscient des enjeux que représente l'appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, des villes qui s'engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la qualité architecturale et du cadre de vie. Vaste programme. Ce qui est certain, c'est que les Limougeaux et Limougeaudes en sont fiers de leur patrimoine. Vous aussi, Monsieur le maire, vous qui consacrez beaucoup de moyens à sa sauvegarde, car une ville qui délaisse son cœur historique se condamne à un déclin qui finira par contaminer à terme tout le reste du territoire. Ce sont vos mots. Limoges a donc un patrimoine ancien, industriel et artisanal nombreux. C'est la marque d'une histoire de plus de 2000 ans qui commence, comme beaucoup de villes en France, sous la Rome antique. Question patrimoine, comment ne pas évoquer ici la très célèbre gare des Bénédictins, une des plus belles gares de France, d'Europe et peut-être même du monde. Oui, une gare inaugurée en 1929, après une première version en 1860. Elle est l'œuvre de Roger Gontier et classée au titre des monuments historiques depuis 1975. Une gare magnifique, construite à 7 mètres au-dessus des voies et qui comprend de nombreuses œuvres d'art ou d'éléments d'histoire. Limoges, sa gare et aussi son centre historique, un centre-ville témoin de la tradition bouchère de la ville. Tout le monde connaît la célèbre vache de race limousine. Un centre-ville également témoin d'un savoir-faire connu et reconnu en matière de porcelaine. Limoges est même la capitale des arts du feu, grâce à l'implantation, qui perdure encore aujourd'hui, de grandes maisons de porcelaine donc, mais aussi d'ateliers d'art travaillant l'émail ou les vitraux, ou encore d'ateliers de céramique technique et industrielle. Alors loin de moi l'idée de dresser un catalogue exhaustif des monuments de Limoges, d'autant plus que notre magnifique reportage à venir, vous en avez parlé Sylvain, nous emmènera dans le dédale de ces rues à travers ces monuments les plus célèbres. Sachez tout de même que la ville de Limoges est longtemps composée d'une partie haute et d'une partie basse. La partie haute est formée au Moyen-Âge autour du château de son vicomte et de l'abbaye Saint-Martial. La partie basse est le quartier de la cathédrale, elle est appelée Cité et s'est développée depuis le IVe siècle autour du sanctuaire chrétien fondé par Saint Martial. Peu à peu, avec l'accroissement de la population, l'essor de l'industrialisation, la ville évolue et de nouvelles aires urbaines apparaissent. Limoges compte aujourd'hui à peu près 139 000 habitants et la métropole presque 300 000. Alors si vous m'avez bien suivi, j'ai régulièrement parlé d'industrie. Sachez qu'à Limoges, c'est un aspect important. Dans une zone où le taux de chômage est inférieur à la moyenne nationale, Limoges est une terre active et son patrimoine industriel est lui aussi important. Porcelaine, chaussures, vêtements, brasseries, distilleries, construction, les exemples sont légion et participent à la renommée du territoire. Vous l'aviez dit au micro de nos confrères de RTL, Monsieur le maire, Limoges compte un géant du CAC 40, le grand, et quelques fleurons de notre industrie. Arcus, ex-Renault Trucks, Valeo, Schneider Electric, Weston. Tout à fait, il y a de beaux noms, de beaux exemples.
Limoges compte aussi 2 pôles de compétitivité que sont le pôle européen de la céramique, positionné sur les prothèses médicales et l'optoélectronique, j'ai eu du mal à le dire celui-là, et les arts de table. Le second est Elopsis, pôle de compétences spécialisé dans les micro-ondes, les réseaux et les transmissions des technologies sans fil. Limoges est donc une ville authentique, dont les habitants ont le goût d'une vie simple. On dit que le Limougeaud aime cultiver son jardin, qu'il y soit né ou qu'il l'ait adopté. On dit que les paysages beaux et paisibles du Limousin inspirent ses habitants. Limoges est une ville où il fait bon vivre, elle est d'ailleurs largement plébiscitée par ses 139 000 habitants, dont 54% sont âgés de moins de 40 ans. Alors merci, monsieur le maire, encore, de nous accueillir à Limoges, que nous découvrons avec plaisir, alors que vous nous octroyez le temps d'1 heure, les clés de la ville. Et à tous, bienvenue à Limoges. Toujours très lyrique en ce début d'année. Monsieur le maire, je vous propose de découvrir un petit peu votre ville autrement. On vous a tourné un reportage. On a eu beaucoup de chance parce que ce jour-là, il faisait très très beau. C'est notre directeur artistique, Alexandre Burkhardt, qui l'a tourné. Je vous propose qu'on découvre dès à présent, mesdames et messieurs, le reportage sur cette bonne vieille ville de Limoges. Bienvenue à Limoges. Au cœur de cette ville, la porcelaine se dresse en icône, témoin privilégié d'une industrialisation qui a façonné son destin. De la fondation romaine à la prospérité artisanale, Limoges a évolué pour devenir le bastion mondial de la porcelaine. Au fil des décennies, cette ville s'est transformée en un creuset d'innovation industrielle, élevant l'art délicat de la porcelaine à une échelle sans précédent. Rejoignez-nous pour une plongée captivante dans les coulisses de cette révolution où l'union entre tradition et avancée donne naissance à un patrimoine unique. C'est sous un doux soleil que nous sommes accueillis par Éric Bouteau dans les jardins de l'Évêché. Une promenade verbale s'engage dans ce lieu emblématique, symbole de la culture et de l'architecture de la ville. Les jardins jouxtent des trésors tels que le musée des Beaux-Arts et la majestueuse cathédrale Saint-Étienne, un endroit idéal où plonger dans l'histoire de la ville. Les origines sont liées à la rivière. Comme souvent, l'histoire court dans les chemins de la géographie. Et quand on arrive en Limousin, on voit une belle campagne avec des collines un petit peu moutonnées, beaucoup d'arbres. Et donc ce sont les Romains qui vont décider, après l'emprise sur le territoire des Lémovis, qui étaient les Gaulois présents ici, de développer une agglomération qui s'appelait Augustoritum et qui va connaître une Pax Romana pendant plus de 3 siècles. Et au niveau des constructions, c'est vrai qu'il y a un côté assez hétérogène. Mais souvent les gens me disent qu'est-ce qu'il y a comme maison à colombage? Alors moi je les reprends un peu, je leur dis le pan de bois, pour signifier que c'était plutôt dans une forme de structure et qu'ils n'étaient pas forcément découverts comme on les voit maintenant. À côté de ça, des belles constructions en pierre de taille avec ces granites, de belles assises et qui vont permettre de monter des monuments assez exceptionnels comme la cathédrale qui n'est pas très loin de nous, des églises gothiques exceptionnelles. Une qui est une basilique depuis l'an dernier, Saint-Michel. Limoges suit les évolutions et par exemple, il y a le centre-ville qui est garni de beaux immeubles art déco. On a cette dimension ostentatoire de grandeur. En plus, c'est la porte d'entrée. Elle a été construite, celle qu'on connaît, en 1929. Une gare d'ailleurs qui est actuellement reconnue comme la plus belle de France, qui a fait le décor pour plusieurs films. Ceci, il est incontournable, c'est l'emblème de Limoges, la gare. À côté de ça, l'hôtel de ville aussi, qui a été construit à la fin du 19e siècle, avec une fontaine qui inclut des éléments céramiques sur le devant. Et puis les halles, qui sont extraordinaires. Elles ont été réhabilitées en 2018-2019. Elles ont reçu un trophée l'an dernier lors d'un salon immobilier, justement. C'est devenu un lieu incontournable. Comme quoi, quand on rénove du patrimoine, on a tout de suite un effet. À Limoges, il s'est ressenti. À Limoges, il y a une très grande offre culturelle. Ça passe par l'opéra, un centre national d'art dramatique,
des musées variés, hein. Il y a les Compagnons qui ne sont pas loin, et les musées prestigieux, musée de la Résistance, et à côté de nous, le musée des Beaux-Arts, avec des collections exceptionnelles dans l'ancien palais de l'évêque. Le musée national Adrien Dubouché, c'est l'image de cette céramique qui est ancrée, qui est historique, et qui se retrouve dans le paysage. Vous aurez peut-être remarqué aussi qu'on peut s'asseoir sur des bancs en porcelaine, qu'on peut jouer aux échecs devant la mairie sur des belles tables en porcelaine, et on s'amuse aussi de la porcelaine à Limoges, on la rend ludique, fun. Comment aborder l'histoire de Limoges sans évoquer la porcelaine? Jean-Charles Hameau, conservateur du patrimoine au musée national Adrien Dubouché, nous dévoile les secrets de la création, révélant comment une ville peut se bâtir de son joyau. C'est un musée organisé autour de la céramique, son principal objet d'étude, qui permet d'y découvrir comment on fabrique de la céramique, et notamment de la porcelaine, de la matière première jusqu'à l'objet fini. On a en tout 4 galeries, la mezzanine dédiée aux techniques de création, la galerie historique dédiée, on va dire, à l'art de l'Antiquité jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ensuite, une autre galerie qui présente la céramique du XIXe siècle jusqu'à la céramique contemporaine. Et enfin, un dernier espace, cette galerie spécifiquement dédiée à la porcelaine de Limoges. Alors, le musée a été rénové entre 2009 et 2012 et a obtenu l'année dernière la 3e étoile au guide vert Michelin. Ça, c'est une récompense exceptionnelle. Il n'y a que 20 musées en France à l'avoir eu. On est le seul en Nouvelle-Aquitaine. Alors pourquoi la porcelaine est si importante à Limoges? Lors de l'exposition universelle de 1925, il y avait un pavillon dédié à Limoges et au fronton duquel on pouvait lire « Limoges, capitale mondiale de la porcelaine ». Donc il y a vraiment cette importance de la porcelaine dans le rayonnement de la ville à l'échelle nationale et internationale. Alors la porcelaine regroupe vraiment plein de choses. Bien sûr, il y a les arts de la table. C'est ce qui a fait la grande renommée de Limoges, avec des grandes maisons qui ont développé des services incroyables et des pièces d'art décoratif tout à fait spectaculaires. Mais pas seulement. On a aussi des céramiques techniques pour lesquelles on va chercher les propriétés, les qualités de résistance ou d'isolation thermique ou électrique, et on les utilise pour faire des objets liés à l'innovation, à la haute technologie. On aurait tort de considérer que la porcelaine et la céramique plus généralement sont cantonnées aux arts de la table. La porcelaine de Limoges est une industrie qui a été structurante pour l'histoire de la ville. Ce qui nous a permis d'avoir le label Ville créative au patrimoine de l'UNESCO. Et la concentration de galeries d'art à Limoges est importante. Donc il y a aussi une attractivité autour de ces savoir-faire. Une ville, c'est aussi ses artistes. Christian Couty, membre historique d'Esprit Porcelaine, nous dévoile tous ses secrets. La porcelaine, c'est une matière composite. C'est un mélange de quartz, de feldspath et de kaolin. Alors, il y a plusieurs manières de la travailler. Déjà, quand on fait une porcelaine, il faut un concepteur. C'est comme dans toute forme d'évolution. Il faut un concepteur qui imagine la forme, qui va réaliser la forme, et après on fait un moule et on coule cette porcelaine à l'intérieur pour former l'objet. C'est une matière qui est très difficile à travailler parce qu'elle a une mémoire très forte, une mémoire. Elle a un retrait de 14% qui est énorme aussi, mais où aujourd'hui on a un champ d'ouverture. Je pense que c'est une matière par ses qualités et ses grandes qualités, d'aller la sortir de son champ des arts de la table. Et je pense qu'en architecture, elle a beaucoup de choses à dire. Limoges est un bel exemple, puisque Limoges a fait des tentatives énormes. Déjà en 1900, avec cette histoire de fontaine, où ils avaient fait cette fontaine qui est devant l'hôtel de ville de Limoges, qui est magnifique. Et donc récemment, la ville de Limoges a beaucoup travaillé avec des entreprises pour travailler le mobilier et tout ça. Et je trouve que c'est une belle initiative, parce que c'est un pas justement vers ces éléments d'architecture. Parce que par ses qualités, c'est un matériau à l'extérieur qui est éternel. Contrairement aux autres céramiques qui peuvent être gélifières, qui peuvent s'imprégner d'humidité et geler, elle est éternelle. Et généralement, parfois, on arrive aussi à attirer des artistes du monde entier qui viennent et qui trouvent qu'il y a une qualité de vie, donc qui vont pouvoir exercer un art dans des bonnes conditions, avec des débouchés, tout en profitant de leur vie personnelle. Le bon dimensionnement entre sa vie personnelle et la possibilité de se développer dans sa vie professionnelle.
Je vous parlais de la campagne, la nature. Limoges, c'est déjà 600 hectares de parc, mais vous avez des coulées vertes qui vous permettent de sortir et d'arriver dans les champs. Après, je dirais ville créative, ville d'audace. Donc ici, il y a 200 000 habitants dans l'agglo de Limoges, je dirais, qui sont heureux. Ils sont discrets, mais heureux. Ainsi, Limoges, telle une mosaïque vivante, nous dévoile une page de son histoire. À travers les clés de la ville, plongeons dans l'âme de Limoges, où chaque pierre, chaque rue murmure les clés d'un héritage qui transcende le temps. Ça vous a plu, monsieur le maire? Moi, ça m'a enchanté et ça complète complètement un reportage d'images qui vient de paraître en livre, qui a été fait par un ancien légionnaire et qui a fait des images magnifiques de Limoges. Et j'incite tous les Limougeaux à regarder ces images pour se souvenir et se remémorer et être fiers de leur ville. Notre ville est belle. Alors, nous faisons tout pour l'embellir encore plus, mais notre ville est belle. Monsieur le maire, vous avez été élu en 2014. Oui. Vous avez une longue carrière professionnelle derrière vous. Vous êtes très ancré dans le territoire. 2014, c'était un choc, votre élection, un choc par rapport au bord politique que vous représentez, et vous avez été réélu. Force est de constater que le premier mandat a porté les administrés que vous représentez à vous réélire. Je vous propose qu'on commence par un sujet, bon, c'est le sujet qui fâche, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure hors antenne, c'est l'accessibilité de votre ville en transport. L'intercité, entre nous, c'est vraiment une catastrophe. Cette fameuse ligne Pôle dont on a parlé tout à l'heure, Orléans, Limoges, Paris-Orléans, Limoges, Toulouse, que beaucoup voudraient voir rénover sans être forcément avoir des sommes au niveau des collectivités locales qui soient délirantes. Mais en tout cas, une chose est sûre, le désenclavement de ces territoires est une réponse qu'il faut apporter aussi aux administrés. Alors, l'État et la SNCF ont annoncé il y a quelques mois un plan de 2,3 milliards d'euros pour la restauration et la modernisation du réseau. Il était temps, entre les retards et les annulations. Cette ligne, elle est fréquemment citée lorsqu'on fait nos études parmi les pires de France, mais ça, vous le saviez déjà. Question, vous êtes très engagé, vous êtes même très fortement engagé sur cette question. Vous n'avez cessé d'alerter, de remuer, parfois contre vents et marées. Vous êtes très engagé sur cette question. Question, est-ce qu'on est proche d'un résultat qui va enfin apaiser les choses ou pas ? Histoire, très rapidement, 1997-2017, destruction complète de la ligne Polt, on la laisse vieillir, les élus locaux n'en veulent pas, ils ont une espèce de mirage TGV, mais qu'ils refusent parce que c'est Chirac qui est de droite et qui est au pouvoir. Donc le jeu politicien a stérilisé la ville de Limoges dans son rapport entre Paris et Toulouse. Très vite, j'ai compris que le mirage TGV allait disparaître puisque les socialistes limougeaux maltraitaient Hollande et Hollande s'est fait un plaisir à rayer d'un trait de plume le TGV. Donc très vite, je suis rentré, moi, en urgence Polt et la défense de la ligne Polt et nous avons tout fait pour que cette ligne soit régénérée et rénovée. Nous l'avons fait et j'ai mobilisé, notamment avec Pascal Coste et le maire de Châteauroux, l'ensemble des élus du territoire, y compris députés et sénateurs. Nous étions 3 en 2017 dans le bureau d'Elisabeth Borne, ministre des Transports. Nous étions une cinquantaine, il y en avait 3 qui ne voulaient pas de la ligne Polt. C'était les 2 sénateurs de la Haute-Vienne, plus le président du conseil départemental. Elisabeth Borne l'a mise éligible à la rénovation, comme la ligne de Clermont-Ferrand, où il y en a exactement la même problématique. Absolument. Et donc nous avons décidé, avec Urgence Polt, de nous rapprocher de Protection POC, de faire en sorte que nous soyons en commun et qu'il n'y ait pas de concurrence entre nous pour dire « Tiens, quand les rames vont arriver, c'est moi qui vais prendre la première, etc. » Non, pas de ça. Nous avons une vraie problématique d'aménagement du territoire, nous avons la traiter ensemble. C'est un secrétaire d'État au transport, originaire de Limoges, puis devenu ministre des Transports, qui a signé la rénovation voulue par Elisabeth Borne, puis la commande des nouvelles rames, parce qu'il faut savoir que non seulement
la voie est morte, les caténaires sont mortes, mais qu'en plus, le matériel, non seulement est obsolète, mais vient manquer. Donc nous sommes dans une situation qui est épouvantable. Alors les gens gueulent maintenant parce qu'on est en pleine rénovation, en plein travaux. Les travaux ont été programmés par la SNCF, alors je ne critiquerai pas, mais SNCF et État jouent un jeu sordide. Quand vous n'avez pas d'organisateur au niveau de l'État et de visionnaire, vous n'avez pas de visionnaire à la SNCF. Et quand un État fonctionne pendant 30 ou 40 ans, au petit bonheur la chance, ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, nous sommes, et dans cette salle-là, l'année dernière, il y a 1 an, le ministre des Transports, Clément Beaune, et Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, ont annoncé qu'ils nous tiendraient au courant de l'évolution, 3, 6 et 12 mois, et qu'on serait informé de l'ensemble de l'avancée des travaux. Régénération, il va y avoir de grands travaux autour de Limoges. Il va y avoir, moi je considère qu'à partir du moment où on a obtenu la régénération, les travaux créent des gènes, et ces gènes, il faut en assumer une partie. Mais une partie. La SNCF doit faire aussi son travail, et le 27 janvier, à 11h, nous allons en gare de Limoges, comme il y a sur tout le parcours, faire une manifestation pour demander à la SNCF de tenir ses engagements. Autre chose, nous travaillons main dans la main avec Clermont-Ferrand, et surtout, pour la première fois sur cette ligne, après tous les élus de la ligne qui sont devenus d'accord, y compris ceux qui étaient contre, nous avons réussi à faire quelque chose qui est important, c'est que le maire d'Orléans, le maire de Limoges et le maire de Toulouse ont signé une lettre commune de défense de cette ligne pour la Première ministre, pour dire leur engagement. Bien sûr, il faut penser à tous ceux qui sont sur la ligne, mais il faut penser aussi au Cantal qui, par Brive, monte à Paris. Donc on est sur un tissu, sur une ligne où il y a de l'industrie, laquelle industrie peut mettre en danger, si le transport n'est pas cohérent, peut mettre en danger notre industrie de défense et notre industrie aéronautique à Toulouse, plus tout le reste des échanges entre Limoges, Brive, Cahors, Toulouse d'un côté, et tout le reste en montant sur... Et l'autre chose, c'est des trains rapides, 2 fois par jour pour Limoges, matin et soir, et des trains qui s'arrêtent dans toutes les gares pour desservir tout le territoire, qui mettent un peu plus longtemps, mais qui permettent de desservir, parce que le train électrique, quand il est rénové, sera un des moyens de déplacement propres. Absolument. Bon, merci, monsieur le maire. Olivier Marin. Il y a des pistes. Alors, à propos de travaux, justement, à propos de rénovation, on l'évoquait tout à l'heure, une ville, elle doit garder son identité, mais elle doit aussi avancer, avoir des projets urbains. On parle de plus en plus de réhabilitation, de transformation, de recyclage, de reconstruire sur l'existant. Vous avez amorcé le changement en centre-ville avec la rénovation des rues piétonnes. Alors, aujourd'hui, les travaux se succèdent. Je crois que ça a démarré d'ailleurs cette semaine. Ça commence du côté de la rue Jean Jaurès. Il y a un chantier aussi qui est prévu du côté de la place des Bancs, où on est dans une phase de consultation. En matière de commerce, de nouvelles enseignes s'installent tous les mois. L'ambition est de faire vraiment une ville, le centre-ville, très attractif, bien sûr. Comment ça se passe? Comment vit la population, justement, sur ces changements actuellement? Vous savez, la population, il y a 2 choses. La première des choses, c'est que quand vous êtes dans la rénovation des bâtiments et des logements, vous faites en sorte que vous allez faire revenir de la population. Nous l'avons fait sur un certain nombre de chantiers, avec soit des rénovations, soit des reconstructions neuves, soit des reconstructions-rénovations, avec maintien de l'architecture ancienne, mais réorganisation pour que ce soit vivable. Donc la population, quand elle peut y venir et quand elle y habite, elle est contente. Mais pendant les travaux, elle râle, elle rouspète, mais c'est tout à fait normal et c'est logique. Le rôle de l'élu, c'est d'avoir une vision et de porter cette vision au service du collectif. Donc c'est une volonté, et là où il y a une volonté, il y a un chemin, et nous l'avons montré. Nous allons ouvrir une 12aine de chantiers, et surtout ce qui est important,
avec le cœur de ville, nous avons aussi la périphérie, nous avons aussi les moyens de transport que nous travaillons et que nous adaptons pour faire en sorte que la ville soit vivable. Et puis, je ne vous parlerai pas de tout ce que nous faisons sur le plan du réchauffement, de la lutte contre le réchauffement climatique, entre la végétalisation, la désimperméabilisation, oui, on va en parler, la ville, etc. Donc, rénovation et puis réembellissement entre l'OPRA, rénovation des logements et des façades, et l'ORI qui nous permet de lutter contre les logements indignes. Alors, monsieur le maire, la ville de Limoges est une ville avec une caractéristique qui est quand même assez rare pour être soulignée, où plus de 54% de la population a moins de 40 ans. Ça fait un peu rêver sur les administrés, parce qu'effectivement, vous avez une dynamique qui est très forte. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une ville, malgré les difficultés d'accès avec le train, qui est une ville où il fait bon vivre. Les Français ont plébiscité cet élément. Quand vous êtes arrivé aux affaires en 2014, à la surprise générale, vous avez depuis... Je le voulais, je me suis présenté pour être élu. Hein. Oui. Oui, pourquoi mais non, je voulais être élu. Non, mais quand... Monsieur le maire, quand vous avez été élu, vous le saviez, vous le savez, parce qu'on a beaucoup écrit, rappelez-vous, en 2014, vous avez mis un terme... Oui, il y a même un journaliste qui m'a présenté comme candidat, comme une vache que l'on menait à l'abattoir. Et quand pas au Figaro. Hein, et quand il est revenu... Non, pas dans le Figaro. Pas dans le Figaro. Et quand il est revenu, je lui ai dit qu'il y avait un journaliste à l'œil torve qui avait écrit des conneries sur moi. Alors, je me souviens des journaux, notamment, alors beaucoup de journaux de gauche, hein, bien sûr, évidemment, qui disaient effectivement que quelque part c'était, on avait l'impression que c'était presque une entrée par effraction sur l'hôtel de ville. Non, je suis rentré par la porte et avec la volonté du peuple. Absolument. Alors, les résultats plaident pour vous, monsieur le maire, puisque vous avez été réélu. Donc je ne pense pas que les Limougeaux soient masochistes au point d'avoir réélu un maire qu'ils n'aimaient pas. Vous avez été plébiscité, vous avez d'ailleurs été très bien réélu. Moi j'ai envie de vous poser cette question qui est un peu provocatrice. Oui. Dans le sens noble du terme, monsieur le maire, êtes-vous un maire bâtisseur ? Je crois que oui. Je suis un maire médecin qui applique à la ville la dynamique de ce qu'il a appliqué à la médecine en s'attaquant aux maladies les plus difficiles, c'est-à-dire un bon diagnostic et derrière un pronostic et une mise en œuvre. Or, la ville avait besoin de quoi ? La ville avait besoin de rénovation. Vous étiez heureux tout à l'heure de cette salle. Cette salle a été entièrement rénovée et tout le bâtiment a été rénové. Là, vous êtes dans un bâtiment pour lequel, quand je suis arrivé, la dernière commission de sécurité était passée en 1964. L'électricité n'était pas aux normes. Il n'y avait aucune vision en cas d'incendie et autres. Donc oui, rénovation, mise aux normes et accélération. Okay. Et de l'autre côté, vous construisez également des logements neufs pour les Limougeaux qui en ont besoin. Pensez à la population. Attentes, absolument. Des logements neufs. Nous sommes la ville qui a mis au point, dans son pacte, la lutte contre le réchauffement climatique, l'isolement des bâtiments, mais nous allons plus loin, c'est la protection de la ressource eau, et nous avons mis en place dans nos constructions neuves la récupération des eaux grises, avec un circuit supplémentaire, et nous avons une entreprise qui va prendre un bâtiment de la ville comme bâtiment démonstrateur pour montrer au plan local, régional et national comment on peut le faire. Donc oui, mais bâtir, c'est bâtir pourquoi ? Et c'est bâtir pour qui ? Absolument. C'est pour une ville vivable, c'est pour une ville agréable, c'est pour une ville ouverte, et c'est pour une ville où on puisse communiquer, mais avoir des rapports apaisés. Est-ce que vous partagez, monsieur le maire, cette idée qu'il y a une noblesse dans l'acte de bâtir par et au bénéfice exclusif des administrés des Limougeaux qui en ont besoin ? Parce que parfois, on fait un mauvais procès aux élus locaux, vous savez ? Oui. On vous dit, les élus locaux ne signent pas les permis de construire, parce qu'ils ont des injonctions de leurs administrés, avec la fameuse méthode chère à Olivier Marin, qui est la méthode Pouma, vous savez, ils sont pour, mais ailleurs. Hein, et donc, non. Soit on a une raison de s'opposer, et on s'y oppose parce qu'on a une raison, soit légale, soit réglementaire, mais si on n'a pas de raison de s'y opposer, on ne s'y oppose pas. Et je souhaite l'imposer à même mes adjoints qui disent « bah ouais, mais non, on ne va pas accepter parce que non ». Vous avez même développé une charte pour le développement urbain où justement il y a un travail collectif avec les architectes, les aménageurs. Tout à fait. Et vous respectez votre PLU. Vous respectez votre PLU.
Mais bien sûr. 100%. Non, mais PLU. il y a un vrai sujet sur le PLU. Mais PLU, est-ce que vous savez qu'on a enlevé Oui. dans le dernier PLU 750 hectares qui sont protégés et qui sont redevenus naturels ou agricoles, tout simplement pour qu'on arrête de faire disparaître les bonnes terres végétales sous le bitume et le béton. 750 hectares. Mais par contre, ça crée un vrai problème dans le cadre de l'intercommunalité, c'est que les autres communes périphériques, qui sont plus riches que la commune centre, elles n'ont pas fait cet effort, et donc on est, vous voyez, dans des distorsions. Donc il y a de vraies réalités, mais ça, si on ne donne pas l'exemple, on ne peut pas être crédible. Olivier donc on le fait. Alors, pour poursuivre justement, vous évoquez aussi la transition écologique. Alors, c'est une prise de conscience, mais c'est aussi un engagement. Limoges qui est engagé dans cette transition avec un plan de sobriété énergétique. C'est un label Limoges durable, notamment pour les entreprises. Il y a la végétalisation des façades. 327 demandes de particuliers ont été faites l'an dernier. Un engouement qui a été récompensé par un prix, Territoria d'argent dans la catégorie ville durable. C'est la distribution gratuite de légumes produits par les professionnels des espaces verts. Vous souhaitez donner aussi l'exemple en matière d'économie d'énergie. 5000 ampoules remplacées par des LED pour l'éclairage public. Toutes, les 25 000 seront toutes remplacées. Alors, il y a des 90% d'énergie économisée. Alors, il y a des travaux dans les écoles, les bâtiments publics, installation de panneaux photovoltaïques. Vous souhaitez vraiment faire de Limoges un modèle dans ce domaine ? Ce qu'il y a, si nous pouvons et si nous devenons un modèle, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est que nous devenions la ville dans laquelle les gens vont pouvoir vivre tranquillement et heureux. Ne pas avoir froid l'hiver et ne pas brûler de chaud l'été. Donc c'est ça qui est important. Une ville dans laquelle nous économisons les ressources. Nous travaillons à l'heure actuelle sur l'économie d'eau. Or, il est important de changer nos habitudes, de ne pas dépenser nos 300 litres ou nos 150 litres, mais aller vers les 10, 20, 30 ou 40 ou 50 litres par habitant, récupérer les eaux, faire en sorte qu'elles ne partent pas toutes aux égouts, faire en sorte aussi que les eaux pluviales soient réutilisées, pénètrent dans le sol pour éviter que le sol ne se rétracte et casse les bâtiments, etc., etc. Nous sommes dans un changement qui est un changement terrible. Et regardez dans le Nord, regardez comment ils sont, eux, victimes des inondations. Donc, nous sommes dans une situation où, en plus, les assurances sont en train de changer leur modèle. Donc, tout notre modèle sociétal est en train de changer. Si les élus ne prennent pas à leur compte l'exemplarité dans la démarche, non pas pour emmerder la population, comme le disait un président de la République célèbre, Monsieur Pompidou. Absolument. Il faut cesser d'emmerder les Français. Voilà. Donc, on est là pour protéger et pour faire en sorte. Changement de pratique, changement d'habitude. Et vous savez, hier soir, j'ai été heureux d'entendre que le président de la République dit la même chose que moi. Mais c'est pas parce que nous sommes du même bord. Mais vous avez, parce que nous avons même un constat sur le réel. Mais Émile Roger-Lamberti, vous avez un discours d'un maire écolo. On est ravis de le. Ah non. Mais non, attendez. Non. Je ne suis pas vert dehors, rouge dedans. Attendez, non. Mais permettez-moi de vous le dire, maire écolo dans le bon sens du terme. Parce que ce que vous tenez comme discours politique, absolument, sur le sens étymologique du terme, je suis très heureux que vous le disiez, parce qu'il n'est pas question que finalement des dogmes écolos soient confisqués par eux. Vous avez aussi, vous-même, un positionnement qui est tout à l'heure, vous m'avez parlé de je ne sais quoi, d'un engagement. J'ai une éthique. Dites-nous en plus. J'ai une éthique. Ce que je fais, je le fais pour le bien de la population, parce qu'il y a une beauté dans le fait de vivre bien et agréablement ensemble. Regardez, dans le fait de vous recevoir chaleureusement, ça ne change rien à nos rapports. Ça ne vous implique pas d'être
ville ou subordonnée, et ça ne m'implique pas non plus de ne pas vous parler librement. Mais par contre, ce qui est important, c'est que nous soyons libres et nous soyons heureux de pouvoir échanger. C'est même exactement si même si on n'est pas d'accord. C'est de la bienveillance voltairienne. C'est exactement ce que j'ai voulu aussi en ouvrant les terrasses et faire en sorte que le commerce puisse vivre pour que nous soyons tous. C'est amusant la langue française. Et ça correspond à cette éthique de la beauté en toute chose, que nous soyons et que nous ayons un commerce agréable entre nous. C'est pas forcément que de l'échange d'argent, c'est de la vie et de la vie ouverte. Et le plus agréable pour moi, c'est d'avoir réussi à transformer ça. Ouvrir la ville, la rénover, la rendre belle, regarder Place de la République, comme les bâtiments sont devenus beaux, etc. Faire en sorte que nous soyons... Monsieur le maire, je vous propose que nous entamions d'ores et déjà nos premières séquences, rapidement, puisqu'on a un timing à respecter. Je suis bavard. Nous allons, petite question. on va peut-être la mettre dans la séquence, parce que, effectivement, on a pris un pari avec la production, c'est mon vœu de 2024, c'est de respecter le timing. Vous savez, si on s'écoutait avec Olivier, on resterait avec vous toute la journée. Non. C'est jubilatoire de vous entendre. Non, mais je vous le dis. Je vous le dis, et on n'a aucun intérêt à vous le dire, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut être bienveillant. Moi, je rajouterais... faudra avoir le train pour le retour, mais bon. Oui, absolument. Non, mais on vous hébergera avec grand plaisir. En tout cas, une chose est sûre, et je voudrais reprendre juste pour conclure sur cette partie-là, ce que vous avez dit est tellement fondamental, Émile Roger-Lomberti, qu'il faut le souligner. La vitalité d'une démocratie, c'est cette capacité à débattre, même si on n'est pas d'accord, mais avec un postulat de base qui s'appelle la bienveillance républicaine. Et ça, c'est une idée qui était défendue par le général de Gaulle, par Georges Pompidou, mais aussi par le président... Tout à l'heure, vous passerez dans mon bureau. J'ai tenu à y mettre la photographie du général de Gaulle au micro de la BBC pour nous rappeler qu'on doit toujours résister, y compris contre nos tendances les plus viles. Absolument. Et rappelez-vous cette phrase de Voltaire, même si je ne suis pas d'accord avec vous, je me battrai pour que vous puissiez défendre vos idées. Hein, vous vous rappelez cette phrase voltairienne. Voltaire ou pas Voltaire? Ouais, bon. Oui, voilà, on peut le dire. Merci. En tout cas, on va enchaîner avec la prochaine séquence, si vous voulez bien. On va recevoir les notaires. Vous savez, le Conseil supérieur du notariat, les notaires de France sont à la manœuvre, effectivement, pour donner une image, une restitution des chiffres du territoire. Nous allons recevoir dans quelques instants Nicolas Debrosse, qui est le président de la Chambre des notaires ici à Limoges, qu'on va accueillir pour notre prochaine séquence. Parlons bien, à tout de suite. Les clés de la ville, parlons bien, avec le Conseil supérieur du notariat. Merci les amis de nous retrouver sur ce podcast, si vous voulez réécouter et si vous ne l'avez pas vu en direct. Je suis accompagné de l'hôte de ces lieux, Émile Roger-Lomberti, le maire de Limoges. Merci d'être avec nous. On est très heureux d'être avec également Olivier Marin et nous accueillons Nicolas Debrosse, président de la Chambre des notaires ici à Limoges et notaire, bien évidemment. Bonjour Nicolas. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Je suis ravi d'être invité. C'est le grand Nicolas. C'est bien, voilà, en introduction. Alors justement, avec vous, avec votre œil d'expert, de grand professionnel, on va faire un tour d'horizon à la fois du marché immobilier à Limoges, dans l'ancien, l'évolution des ventes, l'évolution des prix. Quelques chiffres clés pour démarrer. Tout d'abord, 1570. C'est le prix médian au mètre carré d'un appartement ancien à Limoges, 1570 €. Quelque part, quand on vient de Paris... vous savez, nous on a des prix parisiens, oui. Ça fait juste rêver, hein, comme on nous disait. J'allais vous le dire, ça fait rêver les Parisiens. Ouais, pour le prix de 20 mètres carrés, on a une maison à Limoges. Enfin, vous imaginez le... Alors, on va tous vivre à Limoges. Juste dire que sur un an, ça n'a quasiment pas évolué. Par contre, c'est à relativiser avec une augmentation assez importante des prix depuis 5 ans, plus 37% de hausse. Autre chiffre clé, 176 000, ça c'est le prix médian d'une maison ancienne à Limoges. On est à moins 2,2% sur un an, là aussi à relativiser, plus 20% de hausse sur 5 ans. Alors quand on traverse et quand on va dans les différentes villes, partout, et avec Sylvain, on a ces retours d'un attentisme, d'un marché de l'activité qui est difficile. Quelle est la situation à Limoges au niveau du marché immobilier de l'ancien maître? Oui, Limoges, malheureusement, n'échappe pas à la règle. On a une baisse généralisée du nombre de transactions d'environ 15% qui doit correspondre à la moyenne nationale.
Alors, de façon un peu différente entre les appartements et les maisons, on a une baisse un peu plus poussée sur les maisons, 17% je crois, et 12% sur les appartements, qui ne se matérialise pas encore sur les prix. J'ai peur, alors je ne sais pas s'il faut en avoir peur, que cela arrive, parce qu'on constate en 2023 un délai de vente plus long, à peu près 6 mois. 6 mois. Alors qu'il était de 3 mois environ en 2022. Juste quelques chiffres pour que l'on comprenne pourquoi. Bien sûr. Il y a de ça 2 ans. 2 ans, 1 an et demi. Quand on empruntait ou quand on remboursait 1 000 € par mois d'emprunt, on avait une capacité d'emprunt d'environ 200 à 210 000 €. Aujourd'hui, sur 20 ans, pardon. Aujourd'hui, avec les mêmes chiffres, 150 000. Ah oui. Ça fait quoi? C'est une pièce? C'est un... Bah, c'est une belle pièce. Ah oui, c'est une belle pièce sur Limoges. Donc ça a finalement désolvabilisé une partie des primo-accédants. Bien sûr. Parce que les premiers touchés, c'est qui? Donc, nécessairement, à mon sens, on va avoir un réajustement des prix et afin que les prix soient en corrélation avec la capacité d'emprunt de nos concitoyens. Quelles sont les particularités du marché limougeot et notamment de ce que vous appelez cette ville à la campagne? Alors, j'ai nommé effectivement cette ville que j'aime. Alors attention, je ne suis pas très objectif parce que je suis né à Limoges, j'ai fait mes études à Limoges, j'exerce à Limoges et je vis à Limoges. Donc j'aime ma ville. Donc ne m'en veuillez pas si je ne suis pas objectif. Mais ça fait du bien d'entendre. Je vous remercie, mais je le pense. Une des particularités, à mon sens, c'est que à Limoges, quand on a la chance d'y vivre, on peut accéder à la propriété. Quelqu'un qui se lève le matin, qui va travailler, qui gagne sa vie, accède à la propriété à Limoges. Le prix médian d'un appartement 3 pièces à Limoges, selon les secteurs, hein, je parle de prix médian, est de 100 000 €. Dans l'ancien? Dans l'ancien, bien sûr. C'est vrai que... La demande, le type d'acquéreur, quelles sont les particularités? Entre les primo-accédants, les investisseurs... Primo-accédant, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas impossible pour un primo-accédant d'accéder justement à la propriété, contrairement, on parlait de Paris tout à l'heure, où c'est quand même beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, sauf à avoir un apport relativement important à Paris, eh bien, on ne peut pas accéder à la propriété, ou des revenus vraiment conséquents. À Limoges, encore une fois, on avait, alors c'est un peu plus compliqué peut-être aujourd'hui par rapport au financement, mais des financements qui se faisaient sur la totalité du prix, y compris même sur les frais d'acte. Le marché saute un petit peu, comme vous le savez. Finalement, question Nicolas Debrosse, est-ce qu'on se loge facilement à Limoges? Oui. 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 Et c'est une chance. Est-ce qu'on trouve des locations facilement? Et c'est une chance. À Limoges, nous avons 2 typologies de biens, la maison individuelle et l'appartement. On a les proportions entre l'habitat individuel sur la ville intramuros? Non, les 2 tiers collectifs, 1 tiers individuel? Ou plutôt le contraire? Ce serait plutôt le contraire, je pense. Alors, plutôt le contraire quand on parle, on va dire, de Limoges Métropole. Oui, d'accord. Limoges, ville de Limoges, on serait plutôt sur du moitié-moitié, mais peut-être que monsieur le maire a des chiffres plus précis que moi. La répartition sur l'habitat collectif et les maisons individuelles. On a 9 000 logements collectifs. Donc ça répond à la question. Comme je ne connais pas le nombre de logements individuels, donc après, je ne sais pas comment. Et on n'a pas de difficulté, donc pas de difficulté à la location. À la location, parce que les autres villes sur lesquelles d'ailleurs c'est un constat très alarmant. Hein, oui, sur l'écart. Alors justement, j'ai regardé. On a vu des étudiants dormir dans leur voiture parce qu'ils trouvaient pas de logement, pas des choses comme ça. Enfin, c'était terrible. Alors, juste petite précision, en regardant justement sur le site Figaro Immobilier l'écart entre les biens à la vente et les biens à la location, pour Limoges, 715. Ça, c'est le nombre d'annonces immobilières répertoriées sur Figaro Immobilier pour acheter un bien, 715. J'ai regardé, donc, pour la location, on est à 250. Bon, il y a eu des écarts beaucoup plus importants dans d'autres villes. Tout à fait. Mais non, au niveau de la location, monsieur le maire. Au niveau de la location, vous savez, on est très attentif avec les adjoints chargés de l'habitat sur le fait de pouvoir proposer aux étudiants, à nos étudiants, des logements et des logements de qualité. Et donc, comme le nombre d'étudiants augmente régulièrement, nous augmentons et nous acceptons régulièrement des nouveaux programmes.
Derrière, nous avons des rénovations. Alors, on a quelque chose de particulier, c'est qu'on a 2 gros programmes ANRU au niveau du logement social qui viennent télescoper un peu la partie locative à disposition, puisque nous sommes obligés de vider complètement des immeubles pour les refaire complètement. Là encore, besoin de réparer et de rénover la ville. C'est 15 000 logements à loyer modéré à peu près, c'est ça? Oui, c'est grosso ça, modo, ouais. c'est autour de ça. Oui. Mais quand vous avez une rénovation qui porte sur 4 à 5 000, ça vous crée tout de suite des viduités et une diminution de la part louable qui est importante. Et pas de phénomène à Limoges de bascule sur Airbnb que certains investisseurs... Si, nous avons un vrai souci, et je crois qu'il faudra que nous en reparlions. Nous en reparlons régulièrement avec les collègues d'autres villes et nous tenons à informer notre ministre de l'économie pour trouver des solutions qui soient des solutions d'équilibre. Oui. Et je voudrais dire aussi que pour l'achat, j'ai fait remonter moi personnellement au ministre de l'économie qu'il fallait qu'il insiste auprès de la Banque de France et du gouverneur de la Banque de France et auprès des responsables bancaires, qu'il était plus important de se poser la question du reste à vivre. Bien sûr. Du tiers du revenu. Absolument. Avec les normes HCSF, voilà, on n'a pas le même reste à vivre quand on gagne 10 000 euros que 3 000 euros ou que 2 000 euros. Mais bien sûr, pour pouvoir permettre aux gens soit d'acheter leur appartement, soit d'acheter un appartement à mettre à la location. Un vrai sujet. Dernière question, Olivier Marin, notamment sur les quartiers porteurs. Oui, les quartiers porteurs, et puis de tout dire justement aussi en cette période d'incertitude, en quoi il faut être particulièrement attentif aujourd'hui quand on veut vendre ou acheter un bien immobilier. Mais d'abord sur les quartiers porteurs. Juste un point avant, ce qui n'a pas été évoqué. Il est vrai que Limoges est une ville étudiante. Avec absolument. 25 000 étudiants, monsieur le maire, c'est à peu près ça. Oui. Donc, où nous avons aussi des investisseurs qui viennent, quand je dis des investisseurs... Résidence gérée, résidence étudiante. Oui, c'est pas un gros mot, ce sont des gens qui, pour avoir un complément de retraite, pour avoir un complément de retraite... Vous prêchez pour des convertis, les investisseurs représentent aujourd'hui sur le logement 62% de l'offre locative. Bien sûr. Donc sans eux, il n'y a plus de logement. Absolument. Et quand je parle d'investisseurs, en tout cas ma clientèle, ce sont des gens qui travaillent. Une fois qu'ils ont remboursé vous avez raison de le préciser. Leur résidence principale, achètent un petit appartement pour se faire un complément de retraite, par exemple. Donc oui, nous avons quand même une offre locative et j'espère que cette offre locative va perdurer sur Limoges. Quartier porteur. Quartier porteur. Dans les prix, centre-ville, bien sûr. Qui a été effectivement rénové et on constate d'ailleurs que c'est la plus hausse, les quartiers rénovés, je pense l'hypercentre, c'est la plus grande hausse, plus forte hausse pendant des prix. Émailleurs, ce qu'on appelle les émailleurs, quartier ouest, Naujac, etc. Quartier chic, les émailleurs, très chic. C'est le quartier ouest à l'intérieur du périphérique. Oui. Et après Limoges-Landouge, si on prend sur la commune de Limoges, où on va retrouver des maisons individuelles à des prix un peu plus chers que sur les autres secteurs. Merci. Les conseils. Oui, très rapidement. Il nous reste moins d'une minute. Moins d'une minute. Les conseils. Quand on achète toujours en l'état. Et je me permettrai d'insister là-dessus. En l'état, précisez pour les auditeurs. Absolument, je précise. Le vendeur, par définition, n'est pas tenu à la garantie des vices cachés. Aujourd'hui, on se trouve avec une multitude de diagnostics qui sont fournis à un acquéreur qui peut s'y perdre. Et il en oublie parfois, souvent, et je le constate de plus en plus, et notamment dans les jeunes générations, à vérifier l'état de ce qu'il achète. Et j'en ai marre, je vais le dire comme ça, d'entendre des gens qui m'appellent 1 an après avoir réalisé une vente en me disant « la toiture fuit, qu'est-ce que je peux faire ?» Mais c'est trop tard. Bouchez les trous. Mais c'est trop tard. Bouchez les trous. Non, mais vérifiez l'état du bien que vous achetez. Non mais Nicolas, je ris, mais franchement, voilà, je partage
les idées, ça doit être terrible. Nos actes, et j'en suis désolé, les mecs font qui vous 300 appellent, pages, 350 pages, alors que la seule clause importante est de dire que vous achetez en l'état, donc négocier le prix en considération de l'état du bien. Et n'hésitez pas à passer avec des artisans, vos parents, des amis, pour vérifier l'état du bien. Voilà. Ouais. Vous savez qu'il y a un film avec Danny Boone, vous savez là-dessus, justement, où il arrive à revendre une maison qu'on lui avait vendue, qui était complètement pourrie, justement, avec cet élément-là. Ça fait rire, mais c'est pas drôle du tout pour ceux qui s'y trouvent. Merci. Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity. Rebonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Je vous souhaite une très très belle année si vous prenez le programme en cours. On est ravis d'être avec vous, toujours ici accompagné de notre hôte de ces lieux, un maire, un élu local, comme on les aime. Voilà, je vous le dis, voilà, je suis pas très objectif parce que j'apprécie beaucoup sa présence. C'est beau l'amour. Il est jubilatoire. C'est Émile Roger Lambertier. Merci monsieur le maire d'être avec nous. C'est un vrai plaisir. C'est vrai, on n'a pas très envie de repartir. On irait bien manger voilà, une omelette à la truffe par exemple. C'est un peu la spécialité. On va parler maintenant de cette séquence La vie ensemble. On va parler de l'immobilier neuf. C'est important de parler de construction. Je vous en ai parlé tout à l'heure, monsieur le maire, puisque sans construction de logement neuf, il ne peut pas y avoir de fluidité dans le logement. On le voit bien d'ailleurs. Hein. Ça se grippe au niveau du marché de l'ancien. Ça fait augmenter les prix. Il y a des problématiques de rotation sur le marché locatif. Il faut construire des logements neufs dans ce pays. Et on n'est pas obligé d'être des bétonneurs, parce qu'aujourd'hui, vous avez des promoteurs nouvelle génération qui sont capables aujourd'hui d'interpréter, d'intégrer des modes constructifs innovants avec une très faible empreinte carbone. Bonjour Lise Sauvagnin de Foulois. Comment ça va ? Très bien, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de votre accueil. Vous êtes directrice régionale sud-ouest pour le groupe Édouard Denis, une filiale de Nexity, et vous êtes en outre déléguée régionale de la marque du groupe Nexity, qui est un ensemblier urbain, un acteur global du logement. Question, ce territoire construit-il des logements neufs ? On l'a vu, on a un maire bâtisseur. Tout à fait. Alors moi, effectivement, j'acquiesce. On est sur un territoire où on bâtit. Le fait est, c'est que nous, on a eu un projet dont le permis a été délivré cet été. Alors c'est une réhabilitation, donc on est d'autant plus fiers. Et c'est un projet pour lequel on a donc le groupe Édouard Denis qui a travaillé en partenariat avec Héritage pour avoir ce projet le plus intéressant possible et pour la collectivité et pour nos clients. Ce projet s'appelle Kaolin. Alors, Kaolin, parce que vous l'avez compris tout à l'heure, on a voulu faire un petit clin d'œil à la porcelaine. Kaolin étant une des argiles utilisées pour l'usage de la porcelaine, si je ne m'abuse. Et donc, on a voulu donner un petit côté jeune avec le in. La réhabilitation, monsieur le maire, c'est une donnée de la ville qui se construit sur elle-même, qui se renouvelle. Est-ce que c'est un objet important pour vous ? On appelle la réhabilitation. La réhabilitation est essentielle parce qu'elle permet de garder des traces architecturales et de donner une continuité historique tout en rénovant et en mettant en place des logements qui sont modernes. Donc ça, c'est important. Et dessus, il y a à côté quelque chose qui est important aussi, c'est qu'il faut que nos villes apprennent à boucher les dents creuses et à faire en sorte qu'on puisse reconstruire. Et là, on a un énorme problème avec les DRAC et les architectes du patrimoine. Je rêve de voir un bel immeuble à Limoges, comme il y a, je ne sais plus quelle rue, à Montréal, où vous avez l'église qui se projette dans l'immeuble moderne en verre et avec une perspective qui est fantastique, et vous voyez l'église de beaucoup plus loin. Et on ne sait pas. Ça, on ne sait plus. On ne sait pas faire ça. Vous savez où il est ce coin à Montréal ? Non. Il est à côté de l'avenue McGill. Oui, exactement. Il y a l'université. Oui, à côté de l'université. Absolument. Vous avez l'université qui est en prolongement, puisque nous, on a une radio au Canada, au 2023 avenue McGill, en face de l'université, et c'est magnifique. Écoutez, moi, je suis à votre disposition pour en discuter. On va chercher les solutions ensemble avec grand plaisir. Voilà, on va aller. Alors, on va parler de quelques chiffres. On est sur un territoire bâti. Quels sont les volumes de construction de logements sur le territoire, Lise ? Alors, logement neuf, j'ai pas les chiffres 2023, mais je crois qu'ils sont un petit peu comme pour l'ancien, ils ont baissé. En 2022, on avait 225 logements neufs. Oui. Et sur les 10 dernières années, c'est à peu près 185 logements neufs par an. Je pense que c'est aussi l'impact de monsieur le maire qui a voulu faire en sorte que la ville se construise sur la ville. Et c'est vrai que la charte d'urbanisme dont on a parlé tout à l'heure, elle est très claire pour effectivement le respect de l'histoire et la mise en valeur de l'histoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment dans ce cadre-là que nous, on travaille. C'est d'être un partenaire de la collectivité pour que cette charte elle soit respectée. En plus, merci monsieur le maire, parce que nous, ça nous aide beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, on sait déjà, dès le départ,
sur quoi on doit travailler, et on n'est pas dans une proposition qui va tomber à côté parce que tout est écrit. Cette charte, juste on peut dire qu'elle n'a pas de valeur juridique, mais en tout cas elle donne un cap, elle donne une orientation et de la lisibilité. Vous savez, précise. Rien n'est pire que quand vous recevez des investisseurs et que vous leur dites en permanence ah non, ah non, ah non, sans qu'ils sachent réellement, au bout de l'entretien, ce qui est attendu d'eux. C'est insupportable. Pour moi, c'est insupportable. Donc, j'ai essayé de mettre en place des choses pour que la contractualisation, moi je faisais comme ça avec mes patients, information, consentement, eh bien on doit travailler comme ça, le plus rapidement possible. On perd déjà un temps énorme en procédures qui ne servent à rien. Et donc si en plus on perd du temps pour faire courir les gens inutilement, c'est un casse-tête inutile. Donc travaillons une fois qu'on a la charte, après à l'élaboration de la beauté. Ah ben oui, mais on préférerait ça. Ah ben oui. Et puis là, on améliore les projets. Et à partir de ce moment-là, on a un temps utile et utile pour tout le monde. Utile pour l'investisseur et utile pour la ville. Ça fait rêver. On a envie d'entendre des élus locaux parce qu'en fait, souvent, vous savez, on fait ce fameux adage où on dit que maire bâtisseur, maire vaincu, vous savez, on peut démontrer que vous, par exemple, vous avez bâti et vous avez été réélu. Mais je peux prendre un autre maire de France, même s'il n'est pas de votre bord, qui a été constamment réélu, c'est le maire de Dijon. Ah mais attendez, mon ami Rebsa. François Rebsamen. Ah ben oui, si vous me parlez de Rebsamen, vous me citez quelqu'un de remarquable. Remarquable, voilà. Bonjour François. Salut. On a bien fait de venir ici à Limoges. Ah oui. Lise, on a vu donc effectivement un impact de baisse quand même qu'a subi le territoire. Est-ce que cet impact il est quand même relativement maîtrisé par rapport à la panne de la construction de logements neufs et notamment de la demande qui s'est effondrée, notamment la demande solvable? Alors, moi, je pense les communes comme Limoges sont des communes qui sont un peu à part de ce qui se passe. En fait, une des particularités des villes comme Limoges, c'est que les gens ont envie de vivre dans votre ville, monsieur le maire. Oui. En fait, depuis 2020, les gens n'ont plus du tout envie de vivre dans des grandes villes, etc., sans âme et sans espace vert. Aujourd'hui, vous l'avez exprimé tout à l'heure, il y a beaucoup d'espaces verts à Limoges, il y a 350 formations diplômantes, il y a l'attractivité territoriale, et vous avez aussi signé une charte cet été à ce sujet, qui font que la ville rayonne, et la ville aujourd'hui est reconnue pour la qualité de vie. Et c'est ça que cherchent les Français. Donc je pense que, justement, Limoges est vraiment l'image de ce qui doit se faire demain. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des investisseurs. Alors, sachez qu'à Limoges, particularité, pour amortir un logement neuf, donc pour un investisseur, il faut 8 ans. En moyenne, en France, c'est 16 ans. Donc, votre ville a un vrai intérêt pour les investisseurs. C'est clair. Et c'est vrai qu'on peut proposer du logement locatif, et on peut également proposer du logement neuf à des prix qui sont très raisonnables pour que le primo-accédant puisse faire son parcours résidentiel. Donc, moi, je pense que Limoges est peut-être l'avenir de l'immobilier, justement, parce que plutôt que d'aller densifier des zones où les gens n'ont plus forcément envie de vivre, venons plutôt construire la ville. Je vois tout à fait les villes auxquelles vous faites allusion. C'est bien vu, vraiment bien vu. Quels sont les prix? Alors, on va entrer dans le vif du sujet. On nous pose la question, les auditeurs nous posent la question, combien coûte en moyenne le prix du logement au mètre carré? Alors, neuf. En logement neuf, alors forcément c'est plus cher que les prix que vous avez évoqués tout à l'heure. Il faut rappeler que c'est plus cher parce que forcément mode constructif extrêmement frugal, économie d'énergie, maîtrise énergétique, enfin voilà, c'est très avantageux. Pas de travaux, pas de charges de copro. Exactement, voilà, des garanties dès que vous arrivez. Des droits de mutation maîtrisés, je parle devant le contrôle de maître de brosse, donc c'est toujours intéressant effectivement et ça devient toujours encore attractif malgré une politique du logement nationale, bref. En moyenne, hors zone en rue, on est autour de 3 800 €. Et d'ailleurs, je sais, pour que vous ayez discuté avec mes collaborateurs à ce sujet, c'est quelque chose sur lequel vous êtes très attentif sur les prix de sortie, y compris quand vous vendez un bien, parce que c'est l'objet de notre opération, c'est qu'on a... Nous aussi sommes attentifs pour une raison claire, c'est que nous discutons avec des partenaires dont vous faites partie. Nous ne souhaitons pas que les partenaires mettent sur le marché des prix dont on sait qu'ils trouveront difficilement preneurs. Donc c'est ça qui est important pour nous. Bien sûr. Qu'on soit bien d'accord. C'est comme ça qu'on l'entend. Hein. Ils ne vous choquent pas, ces prix de 3 800 €? Non, c'est pas que ça me choque. Oui. Ce qui est important, j'aimerais que la population puisse s'offrir du 4 ou 5 000, étant entendu que le prix du terrain étant bien moins élevé qu'ailleurs, on a... Est-ce que ça se vend?
Oui, ça se vend. Alors le lancement commercial de Caroline, c'est pendant quelques jours, donc on vous dira encore mieux. On peut appeler les auditeurs en leur disant, voilà, allez sur le site internet. Complètement, Caroline. vous pouvez aller sur le site internet du groupe Édouard On peut Denis. encore acheter. L'opération vient d'être lancée. Plus de détails, alors c'est 211 logements étudiants, parce qu'en fait, on vient remplacer le Crous, qui est un bâtiment étudiant. Donc on vient rénover ces logements avec des services, c'est-à-dire qu'il y a un gestionnaire qui s'appelle Sergic qui va amener les services para-hôteliers classiques. Voilà, on est ravis. Logement étudiant. Logement étudiant. D'accord. Tout à fait. Prix en moyenne de la location si on loue. En location. Alors là, on est sur des petites surfaces, donc on va être autour de 12 €. En général, sur la commune, si je ne m'abuse, c'est plutôt autour de 10. Là, forcément, petite surface avec des services communs. C'est-à-dire que vous avez 120 mètres carrés de services communs, plus le gestionnaire. Donc ça monte un petit peu. Alors, je vous donne juste un équivalent. À Paris, sur certains types de produits équivalents, on est à 42 € du mètre carré en location. Ça fait... On est une ville étudiante où les étudiants qui arrivent à se loger. Arrivent assez facilement. Ils sont pas condamnés à vivre dans leur voiture. Nous sommes très attentifs on l'a vu, au fait de faire des programmes qui permettent d'augmenter la quantité de logements étudiants sans qu'elle soit démesurée. C'est-à-dire de telle manière que nos investisseurs trouvent preneurs et que les logements ne soient pas abandonnés. Alors, dernière question, Lise. On l'a vu au niveau national, vous connaissez les chiffres. Vous savez, vous aussi, monsieur le maire, vous connaissez, dans certaines métropoles, on a des effondrements de l'ordre de 30 à 40% quand même. Mais vous avez vu où étaient les prix ? Oui, alors justement, il y a plusieurs types de causalité. La fiscalité en est une. La crise, bien sûr, après le Covid, a quand même beaucoup marqué les esprits. Est-ce que, et ce sera ma dernière question, pour l'accession à la propriété en primo-accession, et c'est vrai que Nexity, vous savez, a la particularité d'être dans le logement pour tous. Voilà, prend un soin particulier à loger les Français. C'est un souci vraiment sociétal porté par Aladina, qui était le président emblématique de Nexity, maintenant présidé par Véronique Bédag. Question, est-ce que les taux d'intérêt ont affecté durablement ou durement la primo-accession ? Du coup, sur le neuf, c'est un peu compliqué. Alors oui, c'est vrai. Alors j'ai dit tout à l'heure, Limoges, on est peut-être sur une ville qui a d'autres particularités. Alors l'avantage, c'est que Véronique Bédag suit exactement le même chemin qu'Alain Dinin sur ces sujets-là. La manière de fonctionner du groupe, et donc je représente aujourd'hui toutes les entités Nexity, donc c'est vrai pour Édouard Denis, mais c'est vrai aussi pour Nexity et Esprit Village qui sont présents sur la commune, c'est d'aller chercher en fait qui sont les clients. C'est-à-dire que si vous avez des clients seniors, on va peut-être proposer des logements adaptés aux seniors. Si vous avez des clients qui sont des étudiants, on va proposer une résidence étudiante. Et quand il y a des besoins en QPV, je sais que vous étudiez actuellement un projet avec un de mes collègues, on étudie du logement pour des primo-accédants. Donc c'est pas plus dur qu'ailleurs. On l'a vu tout à l'heure que les salaires étaient plutôt bons par rapport au taux de chômage. Donc on peut accéder à Limoges. Monsieur le maire travaille de manière très efficace pour l'attractivité de sa commune. Une opération comme la nôtre va rayonner au niveau national parce que les investisseurs ils vont être locaux. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que la majorité des étudiants qui sont à Limoges viennent des autres régions. C'est pas que des Limougeaux. Donc l'idée, c'est qu'on puisse faire rayonner la collectivité pour que les gens choisissent de venir à Limoges avec des capacités d'emprunt. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde, c'est plutôt des seniors qui achètent le centre-ville de Limoges parce qu'ils ont des capacités d'emprunt plus importantes. Mais vu les prix dont on vient de parler, je pense qu'il y a toute la possibilité pour que des jeunes ménages puissent venir habiter la ville. Puis il y a le prêt à taux zéro qui va booster. Il y a le prêt à taux zéro qui va booster. Et puis on n'est pas à l'abri que notre gouvernement nous aide un petit peu dans les mois qui viennent. Et nous allons avoir des entreprises qui vont venir avec des emplois qui vont garder les gens. Donc il nous faut des logements adaptés et prêts. Donc nous comptons sur Nexity et l'ensemble des groupes. Eh bien, ça tombe bien, parce qu'il compte aussi sur vous pour porter l'image. Merci. On va passer à la dernière séquence. On va parler d'un sujet majeur. Et je suis très content, monsieur le maire, que vous soyez là, parce qu'on va parler de la rénovation énergétique. Rénovation énergétique, c'est l'enjeu du siècle, c'est même le chantier du siècle. C'est une nouvelle forme d'anthropologie urbaine. C'est tout de suite. Maintenant, on se retrouve dans moins d'une minute. Les clés de la ville, bien mieux, avec Elio. De retour sur le plateau des Clés de la Ville. En ce mois de janvier, nous sommes très heureux de nous avoir fait remettre les Clés de la Ville ici à Limoges avec Émile Roger-Lamberty, le maire de Limoges. Merci d'être avec nous et vraiment merci également à vos équipes de nous avoir accueillis. Pour cette séquence, on va parler de rénovation énergétique, une séquence bien mieux, avec Pierre-Marie Perrin qui est sur le plateau. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour Sylvain. Et bonne année.
Bonne année à vous. Voilà, une belle année 2024. Vous êtes directeur des affaires juridiques, des affaires publiques, du groupe Elio. Elio, un acteur majeur de la rénovation énergétique. Première question posée par notre ami Olivier Marot. Oui, ça va être en fait une forme d'introduction, puisqu'en matière de rénovation énergétique, il y a beaucoup de choses qui évoluent, qui changent. Il y a eu des annonces en fin d'année 2023, des nouveautés 2024 avec la rénovation globale qui va prendre de plus en plus d'ampleur, et puis des aides supplémentaires qui vont arriver. Pierre-Marie, est-ce qu'on peut avoir une synthèse justement sur ces nouveautés ? Et est-ce que Limoges est aussi une bonne élève sur la rénovation ? Ça, vous le savez. Alors on parlera de Limoges un peu plus tard, mais je vais commencer par les nouveautés. Le gouvernement a décidé de s'atteler aux passoires thermiques et d'écluser les passoires thermiques. Et pour ça, elle a décidé de mettre en place des dispositifs financiers qui existaient déjà, mais de les mutualiser et surtout de donner plus d'ampleur pour faire de la rénovation globale et performante. Aujourd'hui, vous aviez des aides privées, à travers par exemple le dispositif des certificats d'économie d'énergie, et vous aviez un dispositif public avec MaPrimeRénov'. Aujourd'hui, ces dispositifs sont mutualisés afin de mieux accompagner les ménages précaires pour sortir du statut de passoire thermique. Donc aujourd'hui, typiquement, à partir du 1er janvier, donc ça a commencé, chaque ménage français qui habite dans une passoire thermique, un logement classé F ou G, va devoir passer par un dispositif qui s'appelle Mon Accompagnateur Rénov', donc l'interlocuteur unique public qui va l'accompagner sur l'ensemble de ses démarches de rénovation énergétique. Et puis, à partir du 1er juillet 2024, vous ne pourrez plus faire de rénovation dite en monogeste. Quand vous êtes en F ou en G, vous serez obligé de faire des rénovations d'ampleur, donc c'est-à-dire avoir au moins 2 gestes d'isolation, plus un changement de système de chauffage, plus de la ventilation, mais également, vous allez devoir faire un saut de classe de 2 étiquettes. Ah donc, oui. C'est obligatoire si vous voulez sortir du statut des passoires thermiques et surtout obtenir des aides. Mais alors, quand on dit 2 étiquettes, par exemple, je passe de G à A. Je passe de G à E, je passe d'accord. Je passe de G à B, dans le meilleur des cas. Mais si je suis D, ça va ? Si vous êtes D, ça va, mais si vous êtes D, vous allez pouvoir quand même faire des rénovations énergétiques en monogeste, notamment le changement de système de chauffage. D'accord. Avec des ambitions qui sont très importantes, 200 000 rénovations globales attendues cette année pour un objectif de 900 000 en 2030. Il faut aussi des artisans, il faut du monde, il faut accompagner. On a besoin aussi beaucoup de transparence. J'imagine que chez Elio, il y a énormément d'appels, de demandes justement, d'explications. Alors on a beaucoup de demandes, mais il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui on est à 60 000 rénovations énergétiques globales par an en 2023. L'atteinte des 200 000 va être compliquée, c'est un objectif important. Et aujourd'hui, comme vous le disiez, on a un problème de formation, on a un problème d'emploi, de main-d'œuvre, et c'est la vraie question. De matériel, qui ont d'ailleurs augmenté avec un effet d'aubaine, avec l'augmentation des primes à la rénovation énergétique. Et puis surtout, vous avez beaucoup en France un tissu de petits artisans qui sont essentiels, mais qui souvent ont une spécificité. Donc ils vont faire de l'isolation, ils vont faire de la chaufferie, mais on manque d'entreprises générales qui vont permettre d'accumuler et d'avoir l'ensemble des expertises, et c'est ça qui manque. Et donc, on doit accompagner la formation, la reconversion, pour atteindre cet objectif qui va être, comme vous le disiez, complexe à atteindre en 2024. Limoges, maintenant. On s'intéresse à Limoges. Alors, bonne ou mauvaise élève ? Alors, je vais rebondir juste la proportion des logements, parce que la source INSEE de 2020 nous dit qu'à peu près à Limoges, c'est 70-30, donc c'est-à-dire 70% d'habitat collectif, et 30% de logements individuels dans la ville de Limoges. Vous avez les étiquettes DPE, vous avez à peu près 30% de logements qui sont en passoire énergétique, passoire thermique à Limoges, ce qui n'est pas... moyenne nationale. Oui, même moyenne basse. Même plutôt moyenne basse. Moyenne basse, on est plutôt aux alentours de 37 à 40% dans les autres villes de la même typologie que la vôtre. Donc il y a du travail, mais il y a du travail dans toutes les villes de France, et pour... résorber les 5 millions de passoires thermiques en France, il va y avoir beaucoup de travail. Alors, au niveau des exemples que l'on où je sais que vous nous donnez, et d'ailleurs vous toutes et vous tous qui nous écoutez, on est très sensible justement à visualiser concrètement les opérations et les possibilités, avec notamment, c'est pas le mar de café qu'on a inventé, c'est Mon Accompagnateur, parce qu'on l'appelle le mar maintenant, vous avez vu ? Voilà. On adore les acronymes, vous savez, en France. Le MAR, c'est Mon Accompagnateur Rénov', avec d'ailleurs un dispositif dans lequel on va avoir un guichet unique entre les dispositifs privés des C2E et MaPrimeRénov',
pour aider les particuliers français. Exactement. Quand vous vous lancez dans une rénovation d'ampleur, vous avez un interlocuteur unique qui est mon accompagnateur Rénov, qui vous est conseillé par le France Rénov. Et une fois que vous avez mon accompagnateur Rénov, il va vous accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et un ménage, par exemple un ménage très modeste, va pouvoir quasiment avoir 90% d'aide sur ces travaux de rénovation énergétique. Donc ce qui est assez énorme, mais c'est normal qu'on aide les ménages les plus modestes. Alors on a des exemples, Olivier. Alors, premier exemple, donc à chaque fois, dans chaque étape, dans chaque ville, Elio nous présente un cas concret de rénovation, que ce soit pour une maison individuelle, des appartements ou une copropriété, pour voir en fait quel serait le type de dépenses et combien d'étiquettes pourraient être justement dépassées. Alors, premier cas concret, une maison individuelle à Limoges, 100 mètres carrés, chauffée au gaz, rénovation globale qui lui permettrait de passer de l'étiquette F à B. Comment et combien? Alors exactement, on va réussir à avoir un gain énergétique de 85%, donc ce qui est énorme et qui va permettre un meilleur confort pour les habitants de cette maison individuelle. On va réaliser plusieurs types de travaux. On va faire l'isolation thermique par l'extérieur, qui est une des isolations qui permet de gagner un gain énergétique très fort. On va installer une pompe à chaleur, on va isoler la toiture, mais également changer les fenêtres. Avec ça, pour un montant de travaux de 70 000 €, on va réussir à obtenir quasiment 46 000 € pour un ménage qui dit jaune pour ma prime rénov, donc c'est un ménage modeste. Donc avec un reste à charge de 23 000 €, ce qui reste important. On a des moyens de financer ce reste à charge, notamment grâce à l'éco-prêt à taux zéro qui commence à fonctionner, qui a eu un peu de mal au départ, mais qui du coup est une des ressources pour pouvoir financer le reste à charge. Donc on a besoin d'accompagner, d'aider, de faire de la pédagogie auprès des ménages, surtout les ménages les plus modestes qui ne se tournent pas forcément vers les dispositifs publics, donc ils ont besoin de la pédagogie pour être accompagnés et surtout pour être orientés vers ces dispositifs-là. Et donc le reste à charge, ça reste quand même la problématique. Et vous parliez, monsieur le maire, de la question de l'augmentation des coûts des prix des matériaux. Comme on a une augmentation des aides, souvent il y a des effets d'aubaine, et le prix des matériaux est de plus en plus cher. Et le reste à charge aussi devient de plus en plus cher. Et justement, avant de passer au deuxième cas concret, y a-t-il des aides spécifiques à Limoges dans le domaine qui viennent compléter celles de l'État? Nous sommes dans le règne de l'OPA, et dans le règne de l'OPA, nous participons et nous incitons à la rénovation thermique. Et alors après, comme on définit nous-mêmes avec la métropole les périmètres, il est important que nous ayons un effet synergique sur les blocs de maisons que nous voulons le plus soutenir. Et puis en plus, après, nous regardons au cas par cas quelles sont les possibilités, comment nous pouvons venir en complément des aides de l'État. Nous en avons beaucoup discuté avec le ministre de l'économie, un certain nombre de maires, pour travailler, pour relancer avec cette idée, c'est que si l'État ne donne pas un signal fort pour la rénovation thermique, on met les gens dans des situations épouvantables. Et surtout, on va mettre des propriétaires dans l'incapacité de louer des biens qui sont sur le marché et qui doivent être rénovés. Donc il faut absolument que nous ayons cette incitation, que ce soit l'État, et c'est l'État qui doit le porter au plus fort, mais que les collectivités regardent et puis adaptent sur le terrain comment on peut venir en complément ou en aide. Très bien. Deuxième cas concret, donc dans l'habitat collectif, vous prenez l'exemple d'une copropriété à Limoges, 1971, une copropriété qui comprend un bâtiment de 72 logements et qui est équipé d'un système de chauffage au gaz collectif. Alors là, on va réussir à passer d'une étiquette E à une étiquette C, avec un gain énergétique de plus de 43%, donc ce qui est pas mal. Et là, on va réaliser plusieurs types de travaux, l'isolation thermique par l'extérieur également, l'isolation des planchers bas, l'isolation des toitures, les toitures terrasses, et puis on va mettre un système de ventilation et remplacer aussi le système de chauffage qui consommait énormément. Et pour des travaux, montant de travaux d'1 200 000 €, on arrive à obtenir à peu près 540 000 € d'aide, donc ce qui est un peu plus d'un tiers de la dépense globale, avec un reste à charge de 700 000 €, ce qui reste beaucoup. Mais en copropriété, on a besoin d'être accompagné par un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage, pour réaliser ces travaux, et le vote est de plus en plus est compliqué, et donc pour réussir à réaliser ces travaux, il faut un engagement de tous, un engagement de la copropriété, et ça prend un peu plus de temps que pour rénover une maison individuelle.
Voilà, écoutez, on a de très très bons résultats. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va espérer que le dispositif qui a été mis en place avec MaPrimeRénov' et notamment le portail, puisque tout ça est destiné à faciliter la vie des Français. Alors justement, je voulais avoir votre avis sur cette fusion. Une remarque pour tout le logement social, Limoges Habitat, dans les rénovations, la ville de Limoges finance la pose des panneaux photovoltaïques pour qu'il y ait une production d'électricité moins chère, de telle manière que le loyer soit le plus bas possible. Et la deuxième chose, c'est que nous avons la calorie la plus basse en termes de chauffage avec les réseaux de chaleur que nous allons étendre à Limoges, et Limoges sera une des villes de France où la densité du réseau de chaleur sera la plus élevée. Donc, vous voyez, nous participons aussi, et la rénovation, je suis très heureux d'entendre ce que vous dites, parce que c'est la réalité. Nous avons rénové des logements sociaux qui étaient d'une vétusté épouvantable, en faisant des choses magnifiques et en aboutissant à des prix de loyer qui restent encore très bas, pour des populations qui sont des populations peu riches. Merci beaucoup, Elio. Il faut rappeler une entreprise à taille nationale qui œuvre pour la rénovation énergétique. On approche de la fin de cette émission. Je voulais vous remercier, Monsieur le maire, Émile Roger Lamberty, et je voudrais vous citer, si vous voulez bien. Vous avez écrit sur le portail de la ville de Limoges une phrase que j'aime beaucoup parce qu'elle résume votre pensée. Vous dites, l'adage dit que l'union fait la force. Je veux croire qu'ensemble nous saurons relever le défi de la solidarité qui vous est très cher. Limoges est une grande ville à la campagne, mais aussi le berceau du savoir-faire qui s'exporte. En témoigne, et là vous avez illustré le propos, des entreprises qui exposent leurs innovations au showroom des Halles centrales. Ça résume votre pensée. Nous étions très heureux, très fiers, très honorés de partager ce moment avec vous. Je vous propose de nous donner un mot de conclusion. Et on finira sur un triomphe d'applaudissements pour vous, monsieur le maire. Dites-nous quelques mots sur la conclusion. C'est à vous. Écoutez, moi, c'est un bonheur de vous recevoir et c'est un honneur à la fois pour le maire que je suis et pour la ville de Limoges. Donc, merci à vous et bravo. Cette émission, vous pouvez la récupérer sur Deezer, sur Spotify, sur les agrégateurs de podcasts. Nous sommes le mois prochain, en février, nous serons en Mayenne avec Florian Berco, le maire de Laval. Olivier. Ce sera un formidable rendez-vous à Laval, 20 février. Absolument, on vous donne à toutes et à tous rendez-vous. Vous écrivez, vous likez, vous commentez, toujours avec beaucoup de bienveillance. Prenez soin de vous d'ici là et belle journée à vous. Les clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.